qui s'ensuivent. Cette discipline est une partie du processus de la réaction sociale, à savoir la défense de l'ordre social. Cette fonction sanctionnatrice rentre dans la pénologie, c'est-à-dire les techniques du rappel à l'ordre social et leur application dans les établissements pénitentiaires, sciences pénitentiaires. La conception de la peine a changé dans le droit pénal moderne pour prendre la forme de mesures de sûreté qui visent à réadapter et resocialiser le délinquant sans pour autant remettre en cause sa fonction traditionnelle. Comme le précise Madame Michel-Laure Rassa, la distinction ne doit pas être abandonnée au profit d'une catégorie unique de sanctions pénales issues de la combinaison des deux précédentes. Section 1. La peine. Juristes, criminologues et philosophes ont proposé de multiples critères distinctifs de la peine, résidant notamment dans son caractère afflictif et infamant, dans le fait qu'elle se trouve instituée et appliquée par une autorité publique, qu'elle constitue une réaction contre la violation d'une règle de droit qui a pour fonction, au moins partielle, de punir cette violation. Paragraphe 1. Les caractères de la peine. La peine présente un caractère afflictif, c'est-à-dire faire souffrir. Elle constitue un châtiment, choc carcéral, une souffrance ou une privation de liberté. Par le passé, ce caractère était dominant et l'histoire regorge des pratiques inconcevables actuellement tellement elles étaient inhumaines. Le but est d'infliger une douleur contre le mal fait à la société. Le second caractère dit infamant est lié à la réprobation sociale et à l'indignité. Le problème se pose pour le délinquant qui a purgé sa peine se trouve face à une société qui n'oublie jamais l'infamie attachée à l'incarcération, d'où les difficultés de la resocialisation. Paragraphe 2. Les objectifs de la peine. Dans son sens dominant le plus étroit, qu'on développera ici, on peut bien entendu considérer que la sanction s'identifie à la peine. Ce premier sens est cependant lui-même loin d'être univoque et certains n'hésitent pas, pour cette raison, à utiliser la notion de sanction pénale dans un sens plus large, incluant non seulement les peines au sens strict, mais encore les différentes formes de réponse que peut susciter le fait de commettre une infraction pénale. Sur la base de ces quelques précisions, on peut brièvement rappeler quelles sont les principales fonctions susceptibles de remplir les peines en général. La fonction de prévention, au regard des conceptions qui ont très largement dominé durant ces 2 derniers siècles, on serait tenté de dire que les peines, quelle que soit leur nature, remplissent avant tout une fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner, voire d'empêcher l'accomplissement de comportements jugés indésirables. Si cette présentation des choses comporte sans doute une part de vérité, il convient cependant de la tempérer très largement lorsqu'on réfléchit concrètement aux différentes formes que peut revêtir la prévention et à la façon dont les différents types de peines peuvent remplir cette fonction. Cette prévention se manifeste de 2 façons. La prévention générale, sous la forme la plus souvent envisagée qu'est la dissuasion ou l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels. La question se pose cependant de savoir dans quelle mesure elle en constitue véritablement la fonction. À cet égard, on relèvera que la base la plus solide pour la théorie de la prévention générale est son caractère éminemment plausible du point de vue du bon sens. La prévention spéciale, c'est-à-dire l'aptitude de la peine à empêcher l'individu qui en est déjà sanctionné de commettre de nouvelles infractions dans l'avenir. D'une façon générale, les espoirs qui ont été mis dans les différentes formes de prévention spéciale n'ont pas été couronnés de plus de succès. Sans doute l'élimination radicale du délinquant apparaît, elle, comme une solution efficace, mais qui se heurte évidemment à une triple limite, en termes de champ d'application, dans la mesure où, dans l'éventail général des sanctions pénales, seule la peine de mort se prête adéquatement à un tel rôle, en termes de praticabilité, dans la mesure où elle ne peut raisonnablement concerner qu'un nombre limité d'individus qu'il faudrait pouvoir identifier de manière suffisamment rationnelle. Enfin, en termes de légitimité, dans la mesure où elle contredit radicalement la valeur la plus fondamentale de nos sociétés contemporaines, à savoir le respect de la vie humaine. À un degré moindre, la fonction de neutralisation de la peine, et en particulier de la peine privative de liberté, qui consiste à empêcher de manière permanente ou momentanée un individu de nuire à autrui, suscite les mêmes difficultés.
Sans compter le coût extrêmement élevé qu'implique l'efficacité d'une telle solution, augmentation du nombre d'établissements pénitentiaires, renforcement des mesures de sécurité. Elle suppose également la fonction réparatrice. L'idée de réparation est sans doute liée, dès ses origines, à la peine. Cette idée apparaît d'ailleurs encore dans l'affirmation courante selon laquelle le délinquant doit payer pour son crime. Il est évident, cependant, que cette forme originaire de réparation a un sens très particulier. On peut cependant se demander si la sanction pénale n'est pas encore susceptible de remplir une fonction réparatrice plus concrète et instrumentale, parallèle à celle que remplissent les sanctions civiles, par exemple. Le souci actuel de concourir, au moins indirectement, par le prononcé de la peine à l'indemnisation concrète de la victime s'inscrit sans doute dans ce sens. Par ailleurs, il est évidemment possible d'étendre cette conception à la réparation du dommage matériel que l'infraction a pu causer à la collectivité, comme l'illustre l'institution, dans certains pays, des services au profit de la collectivité ou des travaux d'intérêt général. Dans l'état actuel des choses, cependant, rares sont les peines susceptibles de remplir ce rôle de manière caractéristique et on peut se demander si elles pourraient le faire autrement qu'en se confondant progressivement avec les sanctions de nature civile. Tout au plus peut-on dès lors parler, à cet égard, d'une finalité nouvelle de la peine dans l'esprit de certains, ainsi que de certains effets réparateurs, sans doute bénéfiques, mais n'occupant généralement encore qu'une place secondaire. La fonction de rétribution, l'idée que la peine puisse être associée à la notion de rétribution est sans doute l'une des plus anciennes. L'idée de rétribution correspond à une certaine conception de la justice qui veut que l'on prenne en considération le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent, la peine, de la même façon que le bien inhérent à une action appelle un bien correspondant, la récompense. Si la prévention se tourne essentiellement vers l'avenir, considération d'un mal futur, et la réparation vers le présent, considération d'un mal actuel, la rétribution se tourne essentiellement vers le passé, comme le suggère la signification littérale du terme, attribué en retour. La fonction socio-pédagogique. Par fonction socio-pédagogique ou fonction expressive de la peine, on peut entendre le fait qu'elle exprime symboliquement envers la société l'attachement témoigné à l'égard de certaines normes, à l'égard des comportements qui s'y conforment et à l'égard des valeurs qu'elle consacre. En ce sens, comme l'a suggéré Durkheim, la sanction n'est pas tant dirigée à l'encontre des délinquants qu'à l'égard des honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui adhèrent aux normes en question et se voient confortés dans leurs convictions. Prise en ce sens, il semble également que la peine puisse remplir une fonction importante, même si, une fois encore, on peut être réticent à l'ériger en véritable finalité. Il va de soi, par ailleurs, que la fonction au moins partiellement rétributive de la peine s'harmonise particulièrement bien avec cette dimension socio-pédagogique et permet, à travers l'équivalence symbolique qu'elle établit entre l'infraction et la peine, de moduler cette équivalence et de traduire ainsi symboliquement la place hiérarchique qu'occupe chaque norme adoptée. Section 2. Les mesures de sûreté.